Les dynamiques collectives, je ne vais pas faire d'introduction parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Dynamique collective, juste derrière ça, avant on appelait mutualisation. C'est un sujet, ça fait des années qu'on en parle dans le monde du livre. La Bretagne n'est pas très à la pointe, même si les professionnels réparent cet état de fait. Donc c'est de ça dont on va parler. Je voulais commencer avec une question, je trouve finalement qu'on pose souvent à la fin, donc j'ai décidé de commencer par ça. Donc je vais m'adresser à Guillaume Esterlingo, qui est responsable du service images et industrie de la création région Bretagne. Je vous présenterai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et puis à Enora Hulken, qui est conseillère livre et lecture à la DRAC. En quoi, pour des institutions, c'est important d'avoir des interlocuteurs qui représentent un collectif ? Alors bonjour, donc Guillaume Esterlingo, donc je suis responsable du service images et industrie de la création qui regroupe, parce que c'est pas très parlant comme titre, mais le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du livre, de la vie littéraire, de la radio et du disque. Alors, vaste question. Je crois que l'intérêt, il est d'abord le fait de s'adresser à un collectif, c'est-à-dire avec une parole concertée, une parole ancrée aussi. C'est important de toujours avoir une vision par rapport au territoire, c'est-à-dire des gens qui œuvrent et font partie d'une filière. Et pour nous, le fait d'être en collectif, ça nous permet aussi, en tant que financeur public, d'agir, croiser des objectifs culturels et d'agir là où ça semble bon d'agir, en tout cas de bien comprendre en tout cas les problématiques et de soutenir en tout cas des maillons de la chaîne. Guillaume Robic évoquait cette chaîne, je crois qu'on va y revenir, et les maillons qui ne font pas partie de la chaîne, je pense que c'est aussi des choses qu'on doit prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir cette parole collective et de pouvoir construire ensemble et de débattre ensemble et de bien comprendre en tout cas quels sont les enjeux. Et Nora ? Oui, donc Enora Hulken, conseillère livre et lecture à la DRAC de Bretagne, donc plus particulièrement chargée du suivi des politiques de lecture publique, des questions de lecture publique. Donc, en ce qui concerne la lecture publique, effectivement, cette idée de dynamique collective, elle s'incarne par l'idée de la coopération entre les bibliothèques. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui a déjà été théorisée dans les années 60 par quelques bibliothécaires visionnaires, avec cette idée qu'en fait, la coopération était une manière de garantir à tous les habitants un égal accès aux livres, à la lecture et aux autres moyens de formation et de loisirs. Donc il y avait déjà quand même une idée de coopération territoriale très forte qui était posée, avec aussi une notion de solidarité territoriale et d'égalité d'accès de tous et toutes aux livres, à la lecture. Donc en fait, la coopération entre bibliothèques, elle est vraiment corollaire d'une notion d'égalité, d'accès aux services au public. Et elle s'est incarnée de manière beaucoup plus forte depuis les réformes territoriales qui ont eu cours depuis les années 2000. Et avec la montée en puissance notamment des intercommunalités et donc la structuration au sein de ces intercommunalités de réseaux de bibliothèques qui permettent vraiment sur un plan politique d'incarner cette notion d'égalité territoriale, de coopération entre bibliothèques. Donc elle a vraiment un sens politique, la coopération. Un sens politique où les bibliothèques finalement vont être amenées à faire territoire. Donc territoire défini comme un continuum d'accès des habitants, un continuum de vie, continuum de travail. Donc les bibliothèques sont amenées à faire territoire et à se définir parce qu'elles vont matérialiser dans le territoire et également à faire société. C'est un enjeu qui est aujourd'hui très fort pour les bibliothèques de contribuer aussi à la dimension citoyenne, sociale de la culture. Donc en ce sens, effectivement, nous attachons une importance réelle à la coopération entre professionnels, mais aussi entre les collectivités territoriales, qui permet de structurer un réseau cohérent, équitable, d'accès à la lecture sur le territoire. Alors, faire société, faire lien, c'est un peu le thème de la journée. Mais est-ce qu'à l'origine de vos projets, à la fois Claude Boissière, donc vous êtes responsable des éditions des Montagnes Noires, mais ça s'adresse aussi à Alexandre Cavalin,
qui s'occupe de la librairie de Port-Maria à Quiberon. Est-ce que c'était à l'origine aussi de vos projets et puis de s'ancrer dans un territoire ? C'est-à-dire que notre projet, c'était de créer une association de maisons d'édition en Bretagne pour fédérer le maximum d'éditeurs. Donc actuellement, on est une petite trentaine. Donc on essaie de mettre en avant nos maisons d'édition auprès des institutions, médiathèques, bibliothèques, et aussi auprès de nos clients comme les libraires. Donc c'est un travail de longue haleine parce que on a commencé déjà très longtemps parce qu'on avait créé une association des éditeurs de Bretagne il y a une trentaine d'années qui malheureusement n'a pas perduré. Donc, on a pris un peu la relève. Il est vrai qu'on est moins visible que les grands éditeurs. On a beaucoup de travail à faire et à la fois auprès des libraires et puis et des médias aussi parce qu'on a ce problème de communication auprès des médias. Donc on est lancé dans cette aventure. Mais est-ce que c'est aussi entre vous, éditeurs, pour faire lien, pour avoir un espèce... Enfin, il y a bien sûr de la mutualisation d'idées, de savoir, des partages. Est-ce que dans l'association, vous cultivez ça aussi ? On essaye de s'entraider quand on peut. Quand on a fait donc un catalogue qu'on a édité en début d'année 2022. Donc ensuite, on a fait une opération au mois de mars, le mois du livre en Bretagne, pour essayer de mettre dans le coup les libraires. Donc je crois que ça a porté ses fruits. Et puis on essaie d'être présent dans des événements ponctuels en Bretagne. Mais le problème, c'est de pouvoir se réunir régulièrement. On a un problème d'organisation, c'est qu'on est tous pris par notre maison d'édition, donc on a du mal à trouver, il faudrait qu'on trouve un permanent qui puisse s'occuper de cette association sur la durée. Bon, pour le moment, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas la solution. On va y revenir à ce problème de permanent avec Alexandre notamment. Je crois que le lien entre libraires, c'est aussi une des raisons de la renaissance de l'association des libraires. Absolument, merci Cécile. Oui, c'est absolument ça. Le maillage territorial fait qu'effectivement les librairies sont essaimées sur le territoire et qu'on n'a pas de représentation. Effectivement, quand les institutions, par exemple, quelqu'un veut parler donc aux libraires, à qui s'adresse-t-on ? Concrètement, c'est ça. Donc l'objectif, effectivement, pour nous, c'est d'avoir une représentation, une visibilité, pour le grand public et pour les institutions. Voilà ce qui est important pour nous. Alors, je vais faire un petit peu le plaidoyer de l'association. On vient d'obtenir là de la part du CNL donc le financement donc d'un portail collectif. Ça, c'est une avancée majeure. C'est véritablement un outil qui va nous permettre donc de fédérer donc les libraires autour de ce portail. Ce sera pour le public aussi avoir la visibilité, donc un patchwork de toutes les animations donc, que les libraires portent individuellement, voilà, de leur côté. Je pense que c'est ça qui est important. J'ai énormément de choses à dire sur le sujet, hein, bien évidemment. Vous avez déjà un nom pour ce portail ? Pas encore. Le lien, alors on reviendra évidemment à l'association des libraires, le lien et l'envie aussi d'avoir un lieu pour se rencontrer, c'est ce qui est également à l'origine du collectif La Vilaine. Alors Job ou Loïc, je ne sais pas lequel des deux veut commencer, mais en tous les cas, vous représentez tous les deux ce collectif et vous êtes tous les deux auteurs. Oui, on est auteur de BD, enfin auteur, illustrateur, et du coup le projet, le collectif La Vilaine est né il y a 5 ans, avec l'idée vraiment de réussir à se fédérer, à se retrouver, parce que le métier d'auteur c'est quand même quelque chose d'assez solitaire. Il n'y a pas beaucoup. En fait, c'était un constat d'un autre membre de l'équipe, Lomig, qui se rendait compte qu'il rencontrait donc on habite tous à Rennes. Il rencontrait des Rennais, des auteurs rennais sur les festivals de bande dessinée quand ils partaient, je sais pas, à Angoulême ou ailleurs.
mais il les avait jamais rencontrés à Rennes, quoi. Donc il se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment de moment où on pouvait se retrouver et savoir quels auteurs il y avait dans notre ville, quoi. Donc c'était ce constat-là. Donc le premier truc, c'était d'essayer de faire des rencontres, et ensuite le projet, c'était de faire une revue collective. Donc faire un travail éditorial. Donc là, on a voilà, ça s'est décidé collectivement au maximum. On était quoi, les fondateurs. Donc le fondateur, c'est plutôt Loïc. Moi, je suis arrivé un petit peu après. Je vais lui passer le micro pour qu'il parle un petit peu des débuts. Du coup, on parle des origines du projet, c'est ça. Donc effectivement, il y avait une double envie, à savoir... ah oui, pardon, j'ai pas mis le... donc créer des rencontres et une émulation avec de nombreux acteurs, artistes, auteurs et autrices qui font de la BD sur Rennes, qui effectivement n'avaient pas de lieu de rencontre, en tout cas pas de routine de rencontre, de se voir tous les mois, salut, tu bosses sur quoi en ce moment? Et en fait, assez vite, on s'est pas composé, nous, comme une association qui voudrait être l'interlocuteur d'institutionnels, comme espèce de porte-parole des artistes-auteurs. Assez vite, on s'est mis à bosser sur un projet collectif. On a fait ensemble un bouquin. Et on s'est composé comme ça, de fait, à devenir un acteur identifié, mais parce qu'en fait, à l'origine, on a eu envie de faire un collectif de bande dessinée, parce qu'on trouvait ça chouette de bosser ensemble, sachant que c'était notre pratique aux uns et aux autres. Disons qu'on s'est composé en collectif par notre pratique. Bon. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, on va continuer avec vous. Donc, vous avez décidé de créer cette revue La Vilaine. Donc, c'est une revue annuelle avec à peu près 80 auteurs de BD qui participent, de plus ou moins activement. Comment ça fonctionne, en quelques mots, mais comment ça fonctionne et comment vous arrivez à faire vivre le collectif autour de ça? Alors, en termes d'organisation, on a créé un comité de pilotage, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui constitue un noyau dur de l'association où on va se réunir régulièrement pour s'organiser tout simplement sur la partie éditoriale, en essayant de mutualiser les différentes compétences de chacun. Donc, par exemple, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de métiers différents autour de l'édition finalement. Et on se retrouve en tant que, comme c'est un projet auto-édité, on fait tout, quoi. On se retrouve à faire à la fois évidemment la maquette du livre, gérer l'impression, et puis derrière gérer la diffusion, parce que la diffusion, même si elle est limitée, parce qu'on est plutôt dans les librairies rennaises, on est resté sur quelque chose, on n'a pas de diffuseur à proprement parler, mais par contre on fait quand même nous-mêmes la diffusion, donc la livraison des revues aux libraires. Et ça représente pas mal de boulot de ce point de vue-là. Nous, on s'est formé un peu à ça. On a découvert un peu le métier d'édition, alors qu'on n'était pas forcément familier de ça en tant qu'auteur. Mais c'est l'intérêt aussi du projet, c'est le côté formateur. Après, on apprend en même temps, quoi. Enfin, on a fait les choses, j'ai l'impression... on a essayé des choses, certaines choses ont fonctionné, d'autres un peu moins. Et puis on se confronte aussi à des problématiques de recrutement de gens qui veulent s'investir dans la partie associative, édition, parce que les auteurs qui veulent participer, ça, voilà, comme tu disais 80, c'est ça à peu près, on est 80 depuis le premier numéro jusqu'au numéro 4, 80 auteurs, mais finalement on est toujours une petite dizaine à gérer la partie éditoriale, quoi. Donc c'est ce genre de difficulté qu'on peut rencontrer, nous, en tant que collectif, c'est de réussir à renouveler le bureau, réussir à faire fonctionner ça pour que ça soit réellement collectif et que ça ne soit pas toujours les mêmes qui prennent les décisions ou qui fassent avancer le projet, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en fait. Mais Alexandre, je crois que l'association des libraires de Bretagne existe depuis de longues années. Et quand j'entends Job parler de ces problèmes de renouvellement, est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés et est-ce que
Est-ce que ça vous a handicapé pour lancer cette association ou en tout cas la faire vivre? Merci. Pour refaire un petit peu l'historique, on a eu des velléités effectivement d'associations il y a une dizaine d'années. Et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. C'était peut-être arrivé trop tôt. On n'a pas réussi. En fait, là, on a buté sur un problème de moyens humains et financiers. C'est-à-dire qu'on est... La librairie, c'est comme mes camarades auteurs, c'est extrêmement chronophage. On n'arrivait pas à dégager du temps pour travailler sur l'association, pour nous fédérer. Mais on était parti de rien. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas un fichier de librairie à l'époque. Je vous assure qu'on a pris le bottin et voilà. Donc, l'association donc, a été mise en sommeil. Et donc là, depuis 2 ans, donc, à nouveau, les planètes sont alignées et on y travaille. Alors, le renouvellement, on a eu une première réunion donc, en février dernier pour relancer donc, l'association. Et là, on a vu arriver de nouveaux libraires qui étaient vraiment intéressés et demandeurs, effectivement. Certainement, avec des questionnements donc, sur le métier, le fonctionnement, effectivement, et ça, c'est à l'ordre du jour aussi, c'est mutualiser les savoir-faire. Pour nous, les libraires qui avons un peu de bouteille maintenant, tout simplement. Cette notion de formation là, que vous évoquiez également pour la Vilaine, où vous avez appris à faire tout un tas de trucs, vous le ressentez de la part, enfin, entre libraires, est-ce que l'association peut être un moyen, alors c'est pas de la formation en tant que telle, mais de partager des savoir-faire, des connaissances et une sorte de tutorat, sans parler de formation? Bien sûr. Bien sûr, déjà un échange d'idées et j'en veux pour preuve donc cette assemblée, cette réunion, ces rencontres. Déjà dans la salle, effectivement, et dans les échanges qu'on a eus, on a vu émerger énormément d'idées, de pistes et autres. Et en discutant donc avec mes camarades libraires, on a bien sûr avancé sur des sujets. Je crois que tout simplement réunir des gens dans une pièce, il en sort quelque chose. Nécessairement, avec des gens de bonne volonté, bien évidemment. Claude Boissière, est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Est-ce que cette association sert d'espèce de prélieu de formation, ou en tout cas de partage, d'échange? On essaye d'échanger les informations techniques, si des éditeurs cherchent des imprimeurs, par exemple, mais on n'a pas vraiment de formateur. Chaque éditeur a normalement eu sa formation ou a été formé par eux. Mais on n'est pas encore en mesure de faire ce genre de choses, de toute façon. Tant qu'on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, un bénévole, pas un bénévole, ou quelqu'un qui viendrait nous seconder, on ne pourra pas faire ce genre de démarche, quoi. Donc, mais on essaye de faire des choses ensemble, on discute ensemble, mais... à ce niveau-là, on n'est pas dans la même situation que les libraires, quoi. Permanent, je sais que c'est aussi un problème, enfin, en tout cas une question qui va se poser pour les libraires, à travers ce que vous disiez aussi, Job et Loïc. On sent bien que pour faire vivre une dynamique collective, il faut effectivement des gens qui sont... quand ils sont bénévoles motivés et qu'on est très vite confronté à l'usure, puisque ce sont un peu toujours les mêmes, en quoi les pouvoirs publics peuvent vous aider dans cette recherche d'un permanent qui permet de structurer, de faire vivre, d'animer et finalement de faire durer une association? Qui répond? Qui veut? Qui veut commencer? Je peux commencer. On va faire une démarche auprès du conseil régional pour avoir des aides justement à la création d'un poste. Pour le moment, on est en train de monter le dossier. On a eu une réunion au conseil régional au début de l'association, mais il fallait qu'on ait un projet. Tant qu'on n'avait pas de projet, on ne pouvait pas faire de demande de subvention. Donc le premier projet qu'on a fait, c'est l'édition du petit catalogue qui nous a permis de montrer de quoi on était fait. On a fait avec notre propre argent, puisque on a eu quand même des cotisations, donc
Et ce petit catalogue a été diffusé par Livre et Lecture en Bretagne. On a utilisé le réseau, donc il a bien été diffusé partout, donc chez les médiathèques, les bibliothèques, institutions. Bon, voilà, notre projet, et maintenant, il a été, on l'a mis en avant auprès du Conseil régional pour plus tard essayer d'obtenir ce poste. Mais bon, pour le moment, on en est toujours au même point, c'est qu'on n'aura pas, on n'a pas eu de réponse encore positive. Donc c'est assez compliqué. C'est un permanent, ça coûte assez cher de toute façon. Donc on n'est pas, nous on ne pourra pas salarier un permanent, c'est pas possible. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un pour nous seconder, on n'avancera pas, quoi. Alexandre ? Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que dit Claude Boissière, c'est le nerf de la guerre, hein, le permanent. Hein. Effectivement, tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour fédérer, donc pour motiver les équipes, pour coordonner donc le travail, on ne peut pas y arriver, effectivement. Hein, il faut à la fois des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. L'outil, c'est bien, mais s'il n'y a personne pour le faire fonctionner, hein, je prends à nouveau l'exemple de la Lib et du portail collectif. Si un site, c'est très bien, mais s'il n'y a personne, je veux dire, pour alimenter ce site, pour le faire vivre, c'est voué à l'échec. C'est pas la peine. Alors, autant arrêter tout de suite. C'était pas mon avis, hein. Moi je suis extrêmement optimiste, hein, et très enthousiaste à cette idée. On ne désespère pas, on attend une réponse. Bon, le dossier est en cours on élabore un dossier qui soit bien ficelé pour que petit à petit on arrive à obtenir quelque chose. Bon, peut-être on n'aura pas un permanent à temps plein, peut-être même qu'on ait un permanent à mi-temps, bon, ça pourrait nous suffire. Parce qu'on mène des actions ponctuelles, mais avec nos propres moyens pour le moment, donc ils sont assez limités. Et Nora, les bibliothèques en réseau n'ont pas ces mêmes problèmes, hein, puisque comme vous le soulignez, la naissance n'est pas du tout, enfin les origines ne sont pas du tout les mêmes. Mais qu'est-ce qu'un réseau de bibliothèques, une intercommunalité apporte à la fois pour les bibliothécaires, pour le personnel, pour les pratiques et pour le territoire ? Alors, vous dites que les problématiques ne sont pas les mêmes. En fait, on retrouve effectivement quand même cette question du temps humain nécessaire à la coordination d'un réseau de bibliothèques, qui est aussi souvent le nerf de la guerre. Effectivement, une coordination, c'est un pilotage, ça nécessite du temps, ça nécessite du temps qualifié, du temps de préférence de cadre, pour asseoir aussi une légitimité de la personne qui va intervenir au niveau du réseau de bibliothèques. Donc, c'est effectivement une question qui se pose. Alors après, donc vous posez la question effectivement de ce que ça apporte le réseau. Alors pour les professionnels, donc, ça apporte d'abord un partage de pratiques, un partage de savoir. Il y a des réseaux qui constituent de plus en plus des formes d'organisation apprenante qui permettent aux professionnels d'échanger entre eux, de se retrouver sur des temps dédiés pour pouvoir apprendre les uns des autres et de monter en compétences. Donc il y a d'abord cette première approche vraiment d'échange de pratiques professionnelles. Après, il y a aussi un apport en termes de qualité du service, qui n'est pas sans aussi changer quand même de paradigme pour les professionnels. Ça peut parfois être compliqué, puisque un professionnel qui était seul dans sa bibliothèque et qui faisait un petit peu de tout, qui gérait sa bibliothèque de A à Z, va pouvoir, à certains moments, peut-être se dessaisir d'une partie des tâches qu'il faisait, et au contraire être un petit peu plus pointu dans d'autres. Donc ça demande aussi une montée en compétences, une montée en qualification dans certains cas. Après, pour les professionnels, effectivement, ça implique, le réseau, le principal apport, c'est le partage de compétences, le partage d'expériences, de ne pas se retrouver isolé, surtout dans les petites bibliothèques où il y a souvent un seul professionnel ou quelques bénévoles. Ça leur permet de se retrouver intégrés à une communauté et de vraiment partager les enjeux du territoire. Et pour les usagers et le territoire ? Alors la finalité, effectivement, c'est d'améliorer le service rendu aux usagers. Donc on a parlé effectivement l'intercommunalité, les projets intercommunaux, ils sont vraiment très variés, très diversifiés. Il n'y a pas de modèle unique. Donc c'est un petit peu à la carte. Il peut y avoir des projets intercommunaux fondés uniquement sur de l'action culturelle, par exemple, qui va permettre à l'action culturelle de monter en gamme à l'échelle d'une bibliothèque en bénéficiant des moyens de l'intercommunalité, de projets mutualisés qui permettent de conduire des projets plus ambitieux.
Il peut y avoir aussi des partages de gestion d'outils informatiques, de portails, effectivement, donc qui permettent de valoriser l'ensemble de l'action culturelle, de la programmation de la bibliothèque, mais aussi de mettre en commun les collections de la bibliothèque. Donc c'est souvent un petit peu la première brique du réseau, c'est effectivement de construire un outil informatique commun qui permet d'avoir une carte unique, qui permet aux usagers de circuler sur l'ensemble du réseau et d'avoir accès à une offre de collection de services démultipliée. Ça permet aussi d'avoir une harmonisation des horaires d'ouverture pour trouver des bibliothèques ouvertes sur l'ensemble du territoire à tous les moments de la vie de l'habitant. Ça permet d'avoir accès également à davantage de services plus spécialisés dans certaines bibliothèques, à une offre en direction des publics handicapés qui va être aussi parfois plus forte, qui peut être aussi partagée à l'échelle du territoire. Certaines bibliothèques vont avoir un accent mis sur les publics sourds, d'autres sur les publics en situation de dyslexie. Donc ça permet vraiment aux usagers d'avoir une offre beaucoup plus complète et diversifiée à l'échelle de son bassin de vie. Alors la question un peu tarte à la crème depuis 2 ans, mais je vais la poser quand même, c'est en quoi la crise sanitaire et le Covid a fait émerger des besoins de travail collectif, et est-ce que ça a modifié les manières de faire? Guillaume, est-ce que vous voulez vous lancer? Je crois que là-dessus, c'est plutôt peut-être les acteurs, en tout cas, qui peuvent témoigner. Effectivement, je pense que ça a permis aussi des pratiques. On l'a vu dans les librairies avec des ventes en ligne, etc. Au niveau des éditeurs, en tout cas, il faudrait leur demander et voir aussi. Mais ça a modifié considérablement les pratiques. Il y a aussi l'esprit un peu de solidarité qui a d'ailleurs été évoqué par vous autres, c'est-à-dire de se dire de faire ensemble, en tout cas ça permet d'échanger, et quand on parle de réseau de solidarité aussi, c'est d'être attentifs les uns aux autres, d'échanger sur les pratiques, comme tu l'as dit Enora, sur la formation, sur les besoins mutualisés aussi, mais aussi sur des questions contextuelles de difficultés qui peuvent être en tout cas permettre d'échanger là-dessus, c'est-à-dire aussi essayer de trouver des moyens ensemble pour améliorer les choses. Après, je pense que la notion de collectif, alors je biaise un petit peu, mais sur le fait de se dire qu'en Bretagne, sur le livre, il y a des retards, mais il y a aussi de beaux exemples. Il y a la Fédération des cafés-librairies, il y a Livre et Lecture avec le comité consultatif qui fait aussi aujourd'hui un travail de veille, en tout cas d'échange. Les choses bougent, la LIB, la MEB, et puis sur les autres secteurs culturels aussi, il y a beaucoup de réseaux. Je crois qu'on a fait, en tout cas on en soutient un certain nombre. Il y a des exemples qui sont très intéressants. Il y avait tout à l'heure dans les échanges sur les droits d'auteur, art contemporain en Bretagne, film en Bretagne, en tout cas qui permet aussi au réseau d'échanger entre eux. Avoir un réseau de libraires, un réseau d'éditeurs, c'est aussi intéressant qu'ils puissent échanger ensemble. Et je pense que la crise sanitaire a précipité beaucoup de choses, a aussi souligné la fragilité des secteurs culturels, ça on l'a bien vu, mais aussi avec des points de force. C'est ce point de force, justement, le collectif en est un, pour moi en tout cas. Donc vous interpelliez les éditeurs, savoir... Nous, on a créé l'association AMEB en 2019, et pendant 2 ans, on n'a pas pu se réunir du fait qu'on a été contraint à faire des vidéoconférences, donc c'est pas la même chose que de se réunir. Et puis il est vrai qu'en 2021, l'édition bretonne s'est mieux portée parce que les gens se sont rattrapés en librairie, sont venus renouveler leur stock de livres. Mais on a de toute façon actuellement, on arrive, je crois, à la situation, on est revenu à la normale pratiquement. En 2022, je pense qu'on est, malgré qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui ont eu des difficultés, dont certaines ont disparu d'ailleurs. Mais comme il y en a des nouvelles qui se créent, je crois que l'équilibre est... Oui, ça c'était sur le plan économique, mais est-ce que le Covid, vous au sein de l'association, c'est vrai que vous n'avez pas pu vous réunir pendant 2 ans, mais est-ce que le fait d'avoir créé cette association, ça vous a apporté cette solidarité, ou ne serait-ce que de prendre des nouvelles des uns des autres pendant la crise? Est-ce que ça, vous l'avez ressenti? Oui, je pense qu'il y a une solidarité, le fait qu'on a eu tous des difficultés, je pense que ça nous a rapprochés. Mais on était déjà assez proches, parce que la plupart des maisons d'édition en Bretagne, les 30 qui sont adhérentes,
on se connaissait déjà d'avant, donc je ne pense pas qu'il y ait eu un plus, mais bon. Job ou Loïc, alors vous c'est pareil, l'association a été créée avant. Est-ce que vous avez, pour une association qui a pour but de se rencontrer, qu'est-ce qu'a provoqué le Covid et est-ce que ça a mis un frein un peu au développement? Visiblement non, puisque le numéro 4 de La Vilaine vient de sortir. Alors pour la partie rencontre, ça a mis un frein évident, ouais. Effectivement, on s'est beaucoup moins rencontrés. On a été confinés, on était en pleine préparation du deuxième numéro, sachant que le premier avait eu un bon succès, un bel accueil des libraires, mais on était dans l'incertitude. C'est toujours difficile de sortir un numéro 2 pour n'importe quel projet, il s'agissait de transformer l'essai. Donc on ne savait pas trop dans quoi on mettait les pieds, je ne sais pas dans quelle mesure ça nous a davantage rapprochés d'être confrontés à ça, je ne sais pas, mais en tout cas on s'est attelé à transformer l'essai, à faire un numéro 2, à le sortir dans les temps. On a bossé en visio, comme tout le monde. On est auteur de BD, nous, dans l'absolu, c'est de toute façon une activité qui se pratique de manière solitaire sans trop de problèmes. C'est la partie éditoriale qu'on fait dans le projet associatif, donc la partie bénévole de ce projet, où il a fallu se coordonner, comme tout le monde a fait dans l'absolu. Nous, notre envie de participer à un projet collectif, c'est pas du tout éteinte à ce moment-là. Et on a traversé le Covid sans trop de mal. Est-ce que vous ressentez, comme les libraires ou les éditeurs, la nécessité d'avoir quelqu'un de permanent qui pourrait assurer ce travail de coordination qui est chronophage? On est en plein dedans, ouais. Là, ça fait. Alors, on vient de sortir le 4e numéro, ça fait à peu près 5 ans qu'on porte ça. La petite spécificité de notre projet, c'est qu'il en résulte un ouvrage qu'on vend, du coup qui génère des profits qu'on a toujours décidé de redistribuer aux auteurs et aux autrices qui participent au projet. C'est-à-dire qu'on a un peu décalé le problème, on n'a pas révolutionné l'économie du livre, on a décalé le problème, on assure la partie éditoriale bénévolement, quoi. Et c'est là où ça peut coincer, effectivement, on a du mal à se renouveler sur ce point-là. On commence, alors vous parliez comment les pouvoirs publics peuvent nous aider. On commence à avoir une aide de la ville de Rennes pour de l'emploi du temps salarié, où là on valorise plutôt du travail qui était bénévole jusqu'ici, qui commence à être rémunéré. À terme, effectivement, comme nos camarades ici, ce serait idéal d'avoir une personne salariée identifiée qui soit permanente ou semi-permanente au sein de l'association. Ouais. Alors Guillaume l'évoquait il y a quelques minutes, mais est-ce que le fait d'être réunis en association, en collectif, ça vous aide alors Alexandre, tu nous diras parce que vous n'êtes pas encore l'association existe, mais est-ce que ça vous aide aussi à communiquer entre vous, entre les maillons de la chaîne du livre? Oui, absolument. Moi, je suis très demandeur, effectivement. Bon, la Libre a pris un petit peu de retard pour se fédérer et pouvoir émerger. Mais on peut rattraper ce temps très rapidement, effectivement. Je pense que Guillaume Esterlingo a plein de choses à nous raconter, justement, sur la façon dont se sont fédérés l'industrie cinématographique en Bretagne, de même que nos confrères dans d'autres régions de France. On peut les solliciter pour savoir comment eux ont surmonté les difficultés, comment eux se sont organisés aussi de leur côté. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas une voie possible, il y en a plusieurs. Après, c'est un mixte, c'est en fonction du territoire, en fonction des acteurs. Je pense que, si je peux résumer ça, l'association ne sera que le reflet de ses adhérents, des libraires. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Quelles sont les attentes de la région? Quelles sont les attentes des éditeurs, des auteurs? La finalité du site, pour revenir à ça, c'est la mise en avant du livre. C'est la mise en avant de l'auteur, de l'éditeur. Voilà. Si, effectivement, pour reprendre l'exemple de la chaîne du livre, s'il y a un maillon manque, le vélo n'avance pas, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est important. Et ce retour d'expérience des autres, oui, bien sûr, on n'est pas dans son coin tout seul
crispé. Non, non, au contraire, c'est véritablement s'ouvrir, donc s'ouvrir aux autres, aux expériences, s'ouvrir au monde. Claude, est-ce que vous attendez particulièrement l'association des libraires pour pouvoir échanger avec eux, créer des projets communs ? Nous, les libraires, c'est notre client principal. C'est là où on vend nos livres en général. Donc, ce qui nous manque à nous, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de mieux communiquer notre propre maison d'édition. Chacun de notre côté, bon, on fait ce qu'on peut. On a un diffuseur qui fait ce travail de représentation. Bon, il est vrai que les libraires sont submergés de propositions de livres. En Bretagne, on a quand même une région très forte. Donc nous, les petits éditeurs bretons, on a du mal à trouver notre place encore. On a une petite place chez les libraires. La plupart des libraires, on est reconnus, mais on a besoin d'être encore plus reconnus, plus visibles. Donc c'est pour ça que l'association est là, et de promouvoir et encore. Et c'est un travail de fourmi. Chaque éditeur a son catalogue, il l'envoie chez les éditeurs, chez les libraires. Mais bon, c'est vrai que le libraire, pour nous, c'est vraiment c'est notre principale préoccupation d'éditeur, c'est de pouvoir mieux communiquer. Bon, on est toujours au même point, c'est communiquer. Et comme par malchance, on n'a pas beaucoup de moyens de médias en Bretagne, à part 2-3 journaux et 2-3 magazines, on n'a pas le même accès aux médias que les grands éditeurs parisiens. Donc on a encore plus de travail. Mais on peut effectivement imaginer, alors je crois que ça se fait dans d'autres régions, mais que associations d'éditeurs et associations de libraires et cafés librairies se réunissent pour monter une opération commune autour, alors qui existe, portée par Livre et Lecture en Bretagne cette année. Mais voilà, est-ce que le fait d'être structuré en collectif, ça permet de donner plus de poids, d'ampleur, de mieux préparer ça Oui, plus on est fort, c'est sûr. Mais on a toujours le même problème, c'est de s'occuper de cette association. Et on est toujours au même point tant qu'on n'aura pas de permanent, on ne pourra pas continuer à... Oui, la difficulté, c'est de construire un projet et après de s'y tenir. C'est très facile, effectivement, de prendre en route, effectivement, de suivre un projet, une voie tracée, plutôt que de la tracer soi-même. Je sais qu'il existe, par exemple, dans la Nouvelle-Aquitaine, une opération dont j'ai oublié le nom, où, effectivement, le libraire invite donc 1 ou 2 éditeurs dans sa librairie pour les faire connaître de leurs lecteurs et du public. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi donc, faire en Bretagne. Moi, je serais ravi de vous inviter, cher Claude. Ce projet-là, il est porté par l'association. Guillaume, vous Non, c'était juste pour rebondir sur l'interpellation d'Alexandre sur les modalités, en tout cas de mise en œuvre. Alors, il existe effectivement des collectifs. On a cité tout à l'heure Film en Bretagne, structure que je connais bien. Alors, chaque modèle n'est pas déclinable et chaque secteur est différent, chaque territoire est différent. Ça, c'est déjà un préalable. Ceci dit, ce qui était intéressant dans ce modèle, c'est que d'abord, c'était une fédération d'associations. Film en Bretagne à l'origine, donc avec une association d'auteurs, une association de producteurs, une association de techniciens et comédiens, et une association, on va dire un collectif, en tout cas travaillant autour de la diffusion culturelle et de l'éducation à l'image. Et puis, ils ont su se fédérer aussi, c'est-à-dire faire de leur force collective une force encore plus collective. Donc aujourd'hui, c'est une association, alors c'est plus une fédération d'associations, mais ceci dit, elle fédère un certain nombre d'associations et de personnes physiques. Et donc c'est un collectif qui a une certaine force, en tout cas en termes de représentativité du secteur, qui n'est pas complètement exhaustive. Et ça, je tiens toujours à dire qu'effectivement, il faut écouter d'autres réseaux qui n'ont pas cette volonté de s'inscrire dans un collectif, on peut l'entendre. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est assez intéressant, qui n'est pas forcément reproduisable dans le livre, mais en tout cas comme cadre d'échange, il y a d'autres outils, il y a d'autres structures, il y a Livre et Lecture aussi qui peut permettre, comme les journées d'aujourd'hui, d'échanger, d'essayer de développer des synergies communes. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et vous, pouvoir public, alors vous êtes là, mais d'autres pouvoirs publics, en quoi, au-delà d'apporter du financement pour un poste de permanent
en quoi vous pouvez aider les associations à se structurer ou à exister? Alors, ça se traduit souvent quand même par des aides financières, hein. Donc alors après, c'est aussi le financement des outils comme Livre et Lecture en Bretagne. Je pense que c'est essentiel aussi pour, en tout cas, créer des synergies, animer le secteur professionnel. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire d'informer, de mettre ensemble, de faire collectif. Ça, je pense que c'est une grande force, avec une finalité, hein, quand je parle de secteur professionnel, on est sur un secteur indépendant, hein. On est aussi pour effectivement garantir une pluralité de l'offre du livre, de faire en sorte que les auteurs puissent rencontrer les habitants, etc. Et je rejoins complètement les objectifs énoncés par Enora sur la lecture publique, hein. Alors nous, on va être plus sur la structuration du secteur en Bretagne, mais je dirais que la finalité, elle est aussi celle-là, c'est-à-dire pour garantir en tout cas aux Bretonnes et aux Bretons d'avoir accès aussi à des offres différentes et qui émanent éventuellement du territoire aussi, mais pas de façon exclusive. Et voilà, donc ça, c'est aussi des objectifs qui sont fixés. Je pense qu'au-delà des aides financières, hein, je rebondis tout à l'heure sur les interpellations de la MED et de la LIB sur la région Bretagne, il est clair que pour nous, et lorsqu'on s'était rencontré avec la MEB il y a quelques temps, l'idée étant de faire preuve d'une vraie volonté collective et de déjà, en tout cas, pouvoir bâtir un projet qui puisse s'inscrire et être amorcé aussi avec une vraie volonté commune. Voilà, ça c'est le moment où nous, on peut éventuellement intervenir, c'est-à-dire quand il y a un projet, il commence à avoir quelque chose qui est mis en œuvre, de pouvoir en tout cas encourager à développer ce projet. Et il est vrai que l'aspect collectif, hein, le fait de communiquer, créer des cadres de coopération avec d'autres associations et d'autres collectifs, c'est un plus réel, quoi. Alors, je terminerai là-dessus et je me retourne vers Loïc et Job en premier pour cette question. Enora l'a évoqué tout à l'heure, mais en quoi le fait d'avoir ce collectif a modifié vos pratiques à vous, auteurs individuels? Et est-ce que ça les a modifiés et en quoi? Voilà, dans le bon ordre. Alors, pour la pratique simplement du métier d'auteur, moi, quand j'ai commencé à participer à La Vilaine, j'étais au tout début j'étais devenu indépendant tout récemment. Avant, j'étais graphiste en agence, voilà. Donc, ça m'a clairement permis de de créer un réseau et d'apprendre des autres, quoi, de rencontrer différentes manières de pratiquer, déjà des styles de dessin différents, des manières de travailler et aussi d'essayer des choses. En fait, c'est une espèce de laboratoire et je me suis retrouvé moi, je me considérais plutôt comme un dessinateur et au final, je me suis retrouvé à être scénariste pour une histoire, à travailler avec une autrice. On a fait aussi pas mal de projets collaboratifs ou des projets à plusieurs mains. Donc ça, ouais, clairement, au niveau de la pratique purement du dessin ou du travail d'auteur de bande dessinée, c'était un super laboratoire. Ensuite, il y a eu le côté, comme j'évoquais tout à l'heure, le côté formation à l'édition. Donc ça, c'est maintenant ma pratique, elle était déjà un peu, comme j'étais graphiste et je connais un peu la chaîne du livre, la chaîne graphique. J'avais tendance à aimer faire de la maquette, enfin pas juste faire des planches de bande dessinée, mais travailler sur le livre en tant qu'objet, quoi. Donc du coup là, je l'ai expérimenté d'autant plus. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'aimais bien avoir le contrôle sur tout ce qui est un livre, quoi. C'est-à-dire aussi bien le choix du papier, de la maquette, c'est-à-dire au-delà des histoires en bande dessinée, il y a toute une partie des choix graphiques qui permettent de garder le lecteur dans l'univers qu'on souhaite, quoi. Donc voilà, globalement, c'est ça, le côté laboratoire et apprendre apprendre toutes les subtilités qu'il y a autour du livre. Et voilà, et la rencontre évidemment avec d'autres, quoi. Loïc. Un peu comme mon collègue, il y a aussi le fait de travailler en collectif, ça nous permet d'avoir un panorama assez large des différentes pratiques de notre médium préféré à nous, qui est la bande dessinée. Et ça, effectivement, forcément, ça transforme un peu nos usages qu'on a envie de raconter. Le fait de se rendre un peu visible, ça amène au collectif plein de nouvelles têtes et de nouvelles pratiques. Et tout ça est super riche, quoi. J'aurais du mal à
arrêter de bosser en collectif et travailler tout seul dans mon coin sans baigner là-dedans. Il y a un truc hyper rigolo, hyper riche. Au-delà de tout ce que ça apporte, est-ce que ça peut nous apporter effectivement de comprendre mieux la partie éditoriale? Il y a quand même sur la pratique d'auteur et artistique pure, c'est un foisonnement qui est assez génial, ouais, le collectif. Et Nora, est-ce que vous avez des exemples aussi de changements de pratique? Alors là, on est vraiment dans le détail. Je ne sais pas si vous avez cela en tête. Depuis la pandémie ou de manière générale? Non, de manière générale, l'organisation en réseau et en collectif. Oui, alors effectivement, moi je citerai peut-être juste un exemple qui est assez révélateur en fait aussi de la manière dont cette montée en puissance des intercommunalités, des réseaux de bibliothèques peut aussi modifier toute la structuration territoriale, y compris le rôle des autres collectivités, comme par exemple les départements. Alors les départements, bien évidemment, ne se dessaisissent pas de leurs compétences en matière de lecture publique, mais peuvent la moduler différemment en étant moins verticales, mais justement en apportant une offre en ingénierie beaucoup plus horizontale auprès des réseaux et en transformant aussi leurs pratiques. Donc, je citerai par exemple un exemple breton qui est celui de la médiathèque départementale du Morbihan, qui a signé une convention avec l'agglomération de Vannes pour prendre en charge en fait, les navettes documentaires qu'elle réalisait habituellement hebdomadairement dans l'ensemble des bibliothèques de Vannes Agglomération. Donc, à compter donc, de la mise en œuvre de cette convention, c'est le réseau des bibliothèques qui se charge de faire les navettes documentaires de la médiathèque du Morbihan. Et en contrepartie, la médiathèque du Morbihan offre des sessions de formation, des cycles de formation au personnel du réseau. Donc c'est ce genre de changement aussi de paradigmes territoriaux qui peuvent intervenir avec cette montée en compétences. Et la crise sanitaire a-t-elle engendré de nouvelles manières de faire ? Alors, il est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais il y a eu la question du numérique, effectivement, qui a pris encore plus d'ampleur dans les bibliothèques, avec parfois des budgets d'acquisition de ressources numériques qui ont été augmentés, multipliés par 20-25% dans certaines bibliothèques pour satisfaire les demandes des usagers. Et là, effectivement, la dynamique collective trouve tout son sens, puisque les ressources numériques sont particulièrement onéreuses, et il y a vraiment intérêt à mutualiser les achats de ces ressources au niveau d'un territoire le plus large possible pour bénéficier de tarifs avantageux, d'une force de négociation plus forte également. Donc, c'est ce qu'a fait notamment Brest Métropole, qui a un portail d'accès à des ressources numériques partagées à l'échelle de la métropole et qui, à la suite de la crise sanitaire, donc, a décidé de renforcer cette offre numérique et puis de mettre en place aussi des actions plus poussées de médiation numérique, puisque c'est également un des enjeux qui existaient déjà largement avant la crise sanitaire, mais qui deviennent de plus en plus criants avec l'ensemble des crises qu'on a vécues. La question de la médiation numérique, de l'éducation aux médias et à l'information est devenue vraiment un des piliers de l'action des bibliothèques. Donc c'est l'ensemble de ces thématiques qui peuvent être apparues comme primordiales, effectivement, depuis la crise sanitaire. Et puis il y a aussi, je vais juste dire un dernier petit mot, des dynamiques de partenariat qui se sont créées pendant la crise, notamment avec des partenaires sociaux, éducatifs, puisque certains bibliothécaires dans certaines communes étaient appelés en renfort sur des services dits essentiels, donc d'aide à la petite enfance ou d'aide à des services sociaux, CCAS, etc. Donc ils étaient appelés pour venir remplacer ou renforcer les personnels de ces structures-là, ce qui a permis aussi, par corollaire, ce n'était pas forcément l'objet de départ, mais de créer des partenariats qui se sont révélés durables, ce qui est plutôt un mal pour un bien. Alors il nous reste vraiment quelques toutes petites minutes. Est-ce que dans la salle, vous voulez apporter un témoignage, poser une question ? Non, visiblement non. Ok, nous allons être très à l'heure. Je voulais quand même poser une dernière question à Alexandre, même si vous n'êtes pas structuré encore en association, mais cette même question, est-ce que le fait de discuter entre vous pour faire émerger notamment cette idée de portail, donc vous avez échangé autour d'autres choses, est-ce que ça amène à des changements de pratique dans votre métier ? Oui.
Est-ce que c'est le monde qui change ou est-ce que c'est nous qui changeons? Je ne sais pas. Bien sûr, comme tu le disais, effectivement, la Covid est arrivée, est passée par là. Ça a été vraiment un choc et un séisme pour nous. Très sincèrement, moi, je l'ai difficilement vécu parce que après 30 ans d'activité, on a l'impression de tout perdre. Enfin, c'est valable aussi pour d'autres acteurs économiques. Mais voilà. Oui, c'est en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. Et bien sûr, oui, on se cherche, effectivement. On cherche nos marques aussi. On cherche un cadre. Voilà. Tout est à faire. Pour moi, cette association qui renaît, c'est un vaste chantier qui s'ouvre. C'est vraiment, je vais reprendre l'expression de mon camarade, c'est là aussi un laboratoire à idées, vraiment. En dehors de l'aspect financier, je crois qu'il y a énormément de choses qui sont possibles et réalisables. Voilà. On peut au moins les concevoir. Ce sera le mot de la fin. Beau mot de la fin. Merci à vous.